Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, figurez-vous que chose promise, chose due. J'avais promis à Concarax qu'un jour, on parlerait de jeux physiques. Où en est actuellement le marché du jeu physique? Est-ce que c'est fini, c'est du passé et on est passé au tout dématérialisé? Eh bien, c'est le sujet de cette émission. Et évidemment, je ne pouvais pas la faire sans lui. Et donc, il est de retour, Concarax. Ah bah merci de m'accueillir pour ce sujet, très content d'être parmi vous encore une fois, et là vraiment sur un truc qui me touche particulièrement. Ah là, tu vas pouvoir te lâcher, en parler, je te l'avais promis. Merci. Je ferai ce sujet. Je respecte tes promesses, tu tiens tes promesses, ça fait plaisir. Et je t'ai trouvé le partenaire de jeu parfait. Bon. Il vient nous voir pour la première fois. Jeu de mots. Partenaire de jeu. Ah bah ouais, quand même, j'ai tout donné sur les blagues d'entrée, les gars. Après, on est sérieux. C'est vrai. Vladimir Louvier, on est ravis de t'accueillir là. Moi aussi, ravi de parler d'un sujet un peu plus compliqué que qu'on croit, avec des gens, a priori, en bonne compagnie. Normalement, vous allez être au taquet sur ce sujet, c'est à la fois le sujet de la semaine et de toutes les semaines, parce qu'on n'arrête pas de parler de la fin du jeu. Est-ce que vous allez faire plein de place sur vos étagères parce que vous n'aurez plus de jeux en boîte bientôt? Est-ce que le profil du joueur adepte des jeux physiques, je ne citerai personne en particulier, existe toujours? En tout cas, c'est notre actu à chaud de la semaine. Non mais il faut dire les choses. À un moment, 3500 boîtes de jeux chez soi, Concarax, il faut arrêter. Non, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Non, mais... Il a un 6000 m², avec tout ce que tu le payes. J'aimerais tellement. C'est pour ça. Ce serait un rêve. Non, mais c'est vrai que le jeu vidéo en physique, il y a énormément de choses derrière tout ça. C'est au-delà de l'aspect nostalgique aussi, du fait d'avoir la boîte, du fait de disposer de ton bien comme tu le souhaites pour pouvoir derrière potentiellement le revendre, de faire vivre les magasins aussi à travers tout ça. Il y a quelque chose, il y a un attachement particulier et profond à tout ça. Et c'est vrai qu'on voit malheureusement la part du dématérialisé qui progresse de plus en plus. Et moi, j'essaie au quotidien, en tout cas, de lutter un petit peu contre cette full dématérialisation parce que le consommateur, il peut être impacté. Et je suis, moi, pour le choix pour le consommateur. En fait, je ne suis pas un anti-démat. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais démat, je le dis toujours. GOG, par exemple, qui est un très bon, le store GOG, un très bon démat avec DRM, sans DRM, pardon. Et donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis pour le choix pour le joueur et le fait que ça disparaisse, ces magasins physiques et cette possibilité d'acheter le jeu où on souhaite et d'en disposer comme on le souhaite, ça me pose un vrai problème, quoi. Voilà, du choix, de l'émotion, des soucis économiques aussi. Il vient de nous faire toute la trame. Oui, en fait, il a tout dit. C'est l'émission la plus courte du monde. Une minute. Merci. Bonne soirée. Monsieur joue à domicile, donc voilà, il choisit les règles. Vladimir, on n'arrête pas de dire que le jeu physique disparaît, mais en fait, pas tant que ça. On en est où vraiment du jeu physique? Alors, le jeu physique, je vais répondre à ta question par deux choses. Déjà, ça dépend si on est au niveau mondial ou au niveau français. Il y a une différence? Ah, total. Oui. Total. Par exemple, pour donner une idée, au niveau mondial, on est à peu près à 2,5% du marché. Je parle du marché du software. Ça sera un peu plus si on compte le hardware. Et donc, à peu près 11 milliards, un tout petit peu de dollars. Donc, c'est des chiffres qui sont importants, qui sont en stagnation ou en baisse. C'est les chiffres qu'on voit là. C'est des chiffres qui vont à un moment taper dans une sorte de palier qu'on devrait avoir. Donc ça, on est à 2-3%, peut-être à 1,5% un peu plus tard. Mais ça, en France, on est très physique quand même. On est dans un jeu très physique. Et donc, au-delà de ces 2%, en France, on est plutôt aux alentours d'une petite dizaine de pourcents. Et si tu comptes même hors hardware, on est presque à 12-13%. Bon, en baisse, mais on est quand même à 12%. On note quand même une baisse certaine depuis quoi? Une dizaine d'années à peu près? Oui, ce qui est logique. On en reparlera plus tard parce qu'en fait, il y a une dimension à la fois usage et utilisation qui est un petit peu différente. Tout à fait. Et les constructeurs poussent aussi dans ce sens-là. Faut être honnête. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de consoles potentiellement dématérialisées. La PS5 Pro qui sort avec un lecteur à part. Donc, il faut acheter le lecteur en plus. PlayStation est en train de jouer la carte du physique. C'est en plus, les gars. Ouais, c'est en plus. Voilà. Je peux me permettre de te contredire parce que j'aime bien être perfide. Oui, vas-y. Voilà. Tu peux. Ça commence bien, cette émission. En fait, là, tu as une vision qui est peut-être européano-centrée. Oui, certainement. Parce qu'en fait, si tu es chinois, coréen, malien, ce que tu veux, en fait, les consoles, le PC, ça n'existe pas. En fait, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, c'est pour ça qu'au niveau mondial, c'est pas tant sur le digital la différence, c'est aussi sur le fait qu'il y a la part du jeu mobile. Oui, c'est vrai qu'il y a le jeu mobile. Alors que si tu vois cette émission-là, ton équivalente en Chine ne me poserait pas exactement la même question. On n'aborderait pas pareil. Mais alors, quand tu dis ça représente 2% du marché aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler d'un modèle de jeu physique ou c'est juste on s'adresse qu'aux nostalgiques?
Pas du tout. Alors, vraiment, pas Parce du tout. qu'on a tendance à dire ça. à Le dire, nostalgique, c'est lui. Mais il y a aussi des vrais... C'est moi. on peut être vieux à 30 ans. Hein, là. Ah mais j'ai connu la Super Nintendo. Maintenant dans les conventions, des fois ils viennent me voir déjà, ils me disent monsieur. Alors ça me fait de la peine. Ah, bah, Moi, bien. j'étais bienvenue dans le chauve club à des 20 vieux. ans, Oh là on là. me disait depuis 20 ans. C'est vrai. Non mais oui, c'est vrai que. Mais justement, alors, parce on a tendance souvent à mêler des choses qui sont le jeu physique, avoir des boîtes comme celle qu'on voit ici, là, qui est la version physique d'Absolum, Ouais. le jeu dont on a parlé, déjà, avec du rétro gaming. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est qu'un truc de vieux, en Mais- fait, le démat. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais évidemment que non, en fait. Parce que Ouais. dans le jeu, Tu sais que je fais exprès de te poser des questions. Oui. idiotes. je sais. Il y a le bad cop, good good cop. cop. il y a- pas de souci. En fait, dans le jeu physique, en fait, faut déjà, c'est quoi un jeu? À quoi ça sert un jeu? Alors, à quoi ça sert? Voilà. à s'amuser, Alors, il va dire, c'est du super, divertissement, c'est du elle a loisir. invité un gros malin. Et en fait, ça sert à jouer. Oui, Oui. d'accord, on est d'accord. Donc, en fait, le jeu que tu peux faire pour jouer, tu peux l'utiliser soit en physique, Oui. soit en digital. Oui. Bon, voilà. Là, je mets des bases. Mais en fait, le jeu vidéo, physique notamment, et ça sert à plusieurs d'autres choses. Quand tu touches ça, là, Reviens au micro. oui, Ouais, chef, tu t'entends. et quand tu touches ça, en fait, tu as un attachement émotionnel. C'est ce que je disais. Je vous le montre, Tout à fait. mon attachement émotionnel. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Avoir la boîte d'un jeu, Oui. c'est autre chose. En fait, j'ai l'impression de vraiment posséder le jeu. Mais il y a quelque chose qui ressort en toi, c'est-à-dire qu'en vrai, quand tu touches le jeu, que tu le possèdes, déjà au-delà de l'aspect visuel, au-delà de le fait de l'avoir dans les mains, de pouvoir le ranger dans ta collection, de pouvoir le garder auprès de toi, à chaque fois que tu vas le regarder, à chaque fois que tu vas le voir, ça a une valeur vraiment sentimentale plus importante, je pense, qu'un jeu en digital. Et la valeur sentimentale, elle est aussi importante que quand tu vas aussi faire un cadeau, par exemple, sous le sapin, quand tu vas offrir une carte cadeau à ton fils, c'est pas la même chose que quand tu vas lui offrir un jeu en physique qui déballe ça, tu vois. C'est un exemple, mais Et en fait, moi, je vais prendre un parallèle dans un autre secteur, c'est la musique, en fait. Les gens achètent de plus en plus de vinyle. Le vinyle, c'est Bon exemple. 53% du physique dans la musique, et c'est en progression de Ça plus revient. 10%. il avait disparu totalement et le marché finalement Mais fait un espèce de rebond, je crois que Mais c'est c'est plus pas un espèce 10% de quasiment. rebond, c'est 50% du physique, Ouais. et c'est 25% du marché de la musique. Mais tu crois que tu as pris 10% cette année, non, Oui, vers c'est ça. le vinyle. Pour vous C'est un donner truc de un fou. exemple, moi j'ai une fille qui a 18 ans. La seule chose qu'elle achète en musique, Ouais. aujourd'hui, ce sont des vinyles. Et, La et- Et qualité elle en du son. achète plein. Après, il y a la qualité du Non, son mais en on parle de vinyle notre aussi. génération. Oui, Tu vois, mais nous, c'est on a clair. connu le vinyle petit. Ouais, aller Bah, acheter pas du pour vinyle. toi, mais Ah oui, évidemment, j'avoue. Mes parents avaient je ne sais combien de vinyles à la maison. Et ça revient fort. Mais ça revient très très fort. C'est quand même aussi un signe. il y a un chiffre qui est intéressant sur le vinyle pour revenir à ton petit doudou là. À mon jeu. Voilà, c'est aussi 50% des vinyles achetés en France ne sont pas ouverts. Ah oui. Donc 50% des vinyles qui sont pas ouverts, c'est-à-dire que tu n'achètes pas un objet d'usage, mais un objet de valorisation, de collection, de ce que tu veux. Que tu peux revendre potentiellement derrière parce que Oui, ça fait que un bien tu peux- patrimonial aussi. Alors moi je suis pas pour personnellement je revends pas moi mes jeux, c'est vraiment un truc qui est dans le cœur, mais il y a des gens, ils achètent aussi pour pouvoir se dire plus tard, écoute, tu peux en C'est du disposer business. comme je souhaite, et c'est aussi il y a des gens qui en font un business. Moi je suis pas trop fan parce que ça fait augmenter le prix des jeux rétro justement en règle générale du fait de l'offre et la demande, puisque forcément par exemple sur les vieux jeux Pokémon en boîte avec la boîte cartonnée, la notice et tout ça, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui. Et toi qui as mis les 5 millions sur le fameux Pokémon Dracofeu. Et ça, pour moi, c'est un peu. Enfin, bon, ça, on pourra en rediscuter dans une autre émission, mais il y a beaucoup de fake autour de ça. Mais ça, j'avais fait une enquête sur le sujet. Mais voilà, c'est un objet sentimental aussi derrière. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Et c'est pas que sentimental, si je peux me Oui, permettre, bien c'est sûr, aussi je te un laisse, petit peu identitaire. Parce qu'il y a un oui. truc que maintenant, quand tu achètes un beau vinyle, un beau jeu, un beau coffret de vidéo, ce que tu veux, en fait, c'est aussi un objet que tu peux mettre sur tes réseaux sociaux. Oui. C'est un truc que tu peux montrer à tes potes. Tout à fait. C'est un truc que tu es fier de montrer. C'est une valorisation. Je vous montre ce qu'il y a quand même dans le coffret, notamment. Alors, il y a le jeu en physique. C'est vrai, c'est beau. Il y, c'est beau. a la boîte du jeu dedans. Voilà. Mais en effet, on s'applique. Alors, c'est des pins. Oh, mais c'est bien, on prend. Oui, voilà, les gens qui me connaissent savent que je suis ravie. Non, mais en effet, il y a un souci aussi fait sur la présentation d'un jeu. Oui. On est sur quelque chose. On est sur. Alors, je ne vais pas dire une œuvre d'art forcément, ça dépend des collectors. Et pourquoi pas Il y a des collectors qui sont là. On est sur quelque Mais- chose qui est extrêmement beau. Et ce que tu nous montres là, c'était je crois, issu du collecteur de Goldorak. qui est Oui, sorti du jeu l'année dernière, Goldorak, il y a 2 ans. Exactement. exactement, tout qui est de à l'autre fait. côté. Mais c'est très intéressant que tu parles de ça parce que malgré l'augmentation de la part du digital dans le monde, etc.,
les gens sont extrêmement attachés à des éditions collector, et les éditions collector partent, mais extrêmement Et rapidement. elles sont chères. Et il y a toujours quand même ce souci des éditeurs de proposer quelque part ces éditions physiques, c'est-à-dire qu'il y ait ce collector derrière. Alors on voit, on a vu le cas avec Red Dead Redemption 2 à l'époque, il y avait carrément des éditions collector sans le jeu à l'intérieur, c'est-à-dire il y avait juste des goodies et le jeu Il n'était prouve pas. qu'on n'est vraiment pas Donc, dans l'usage. Voilà, mais ce qui veut dire quand même qu'il y a un attachement profond derrière et qu'il y a les éditions collector, pour moi, il y en aura toujours, même s'il y a du jeu digital, je pense qu'il y en aura quand même toujours des objets qui C'est sont ma liés au jeu. question. Il y a une tendance quand même assez paradoxale. Donc, Ouais. on dit dématérialiser. Oui, vas-y, attends, tu veux que je te redonne la main En fait, sur quoi, Vladimir Sur le fait que tu m'as posé une question auquel Oui. on n'a pas répondu. Ah, en vas-y fait. alors. Pardon. Tu as raison, vas-y. Est-ce que tu disais, qui sont les acheteurs et on Mais a- j'allais te demander justement, quel est le portrait de cet acheteur? Parce qu'il y avait un sondage du CEL qui disait 67% des joueurs préfèrent le physique. Mais en fait, on s'aperçoit que dans les chiffres, ils n'achètent pas de physique, autre que Oui. des collecteurs, des goodies autour du jeu. Donc on en revient un peu à ce que tu me disais des vinyles et des accessoires. Qui est ce fameux joueur qui aime le physique, autre que Conquerax? Bon, en fait, il y a Conquerax. Et donc, Conquerax, il faut lui vendre du beau produit, du produit qu'il aime, du produit du terroir. Ouais, Tu vois, du la produit- notice. On veut des Voilà, notices. Ah voilà. bah ça, tu oublies la notice. Mais Alors, tu la si, télécharges. Hein. j'en veux. Voilà. Donc, il y a cette dimension-là. Et donc là, tu peux même lui vendre des trucs très chers. Voire plus c'est cher, plus il est content. Mario Kart à 90 €, j'étais pas Oui, content mais non t'avais plus. rien Il avec. était en physique, hein, mais. Oui, c'est mais oui. pas l'objet collecteur. Il y a quand même cette dimension-là. Il y a celui qui veut faire comme un investissement. C'est-à-dire que celui qui achète des cartes Pokémon ou des Laboubou, qui va, c'est la collection bidule, et dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, il en vendra X fois plus. C'est vrai. Ça, c'est la partie sur laquelle va chercher certainement le jeu vidéo sur le plus tard. Il y a quand même une dimension, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même des jeunes qui achètent, il y a des gens la distribution physique ou e-commerçant, ça existe encore, et c'est encore l'essentiel du physique, du jeu physique. C'est quand même quelqu'un qui va acheter pour lui un jeu, tu te fais avec tes petits sous, tu t'achètes ton eSport FC, ton Mario Kart et compagnie. Il y a cette dimension-là. Donc là, on n'est pas du tout dans Conquerax, on est dans un ado ou dans un enfant ou de quelqu'un qui en a besoin pour son usage. Ouais. Et C'est souvent le cadeau, comme on parlait tout à l'heure. Voilà. Oui, le oui. cadeau sous le sapin, le code, Voilà. code dans une enveloppe, c'est pas hyper sexy. Non. Voilà, et Ça, ça, c'est c'est sûr. la deuxième personne. En fait, c'est un cadeau. Le jeu physique, c'est à la fois un objet d'usage, aussi un objet de valorisation, à la fois pour celui qui le reçoit et aussi pour celui qui l'offre. Effectivement, tu vas offrir ton eSport FC sur un petit Synodis, t'as l'impression que ça vaut 10 balles, alors qu'en fait, ça en vaut le prix du 80 travail. balles ou je Oui, sais oui, pas oui, combien, bien ouais. sûr, bien sûr. Bien sûr. Effectivement, ça, il y a quand même cette dimension-là. Donc, il y a Conquerax et ses amis qui vont comme ça faire des. Ouais, bon, il y a quand même de l'usage. Hein, Il joue un je peu, vois ouais. juste mes jeux, hein, moi, justement. Non, quand même. Non, mais je Mais- caricature, mais il y a mais- aussi l'utilisateur quand même. Ouais, bien sûr. Toi qui es très jeu physique, Oui. qu'est-ce que tu trouves que tu perds par rapport au démat quand tu Non. passes au démat? Je perds beaucoup de choses. Déjà, on parlait de côté un peu émotion. Moi, quand je regarde un jeu, que je me tourne, que dans la collection, je vois qu'il y a un titre, un Mario, n'importe quoi, j'ai une bêtise, il y a quelque chose que je ressens au plus profond de moi qui est un peu inexplicable par rapport à quand je sélectionne en démat dans le menu, tu vois, et je suis là, et je fais bon, ok. Je trouve qu'aussi, j'ai l'impression, alors après, c'est à titre personnel, que quand j'achète un jeu en physique, en boîte, j'ai envie de plus en profiter que de passer à autre chose. T'as l'impression que t'es investi. Ouais, je prends l'exemple du Game Pass. Je vois qu'il y a, par exemple, c'est un peu comme Netflix. Tu sais, tu vois un épisode ou deux, puis tu dis non, mais ça me plaît pas, je vais peut-être passer à autre chose. Tu laisses pas la chance forcément peut-être au produit, parce que tu as ce choix qui est énorme et qui est possible et qui est devant tes yeux. Le Game Pass, tu joues 1 heure, 2 heures, des fois malheureusement, tu vas pas passer outre, alors que le jeu est exceptionnel. Quand j'achète un jeu, en tout cas, même depuis petit, quand je l'ai dans les mains et que j'ai investi vraiment 60-70 balles et que je l'ai, je sais pas, j'ai l'impression que je le mets dans la console et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Et moi, ça me fait ça. Après, au-delà de ça, moi, c'est le fait, comme je le disais, je le répète, mais on parle justement des étudiants. Un petit étudiant qui n'a pas beaucoup, malheureusement, d'argent, qui est un peu en galère, tout ça, il va acheter son jeu en physique, il va le terminer peut-être en 10 heures, 15 heures, je ne sais pas, un jeu solo. Il va pouvoir le ramener en magasin derrière et se reprendre un autre jeu à moindre prix. Là où en dématérialisé, la revente n'existe pas aujourd'hui, malgré l'histoire de Valve avec UFC Que Choisir, il y avait eu un petit débat, etc., s'ils allaient pouvoir le faire. Il n'y a pas de revente en dématérialisé, ça n'existe pas. Et donc, en ce sens, pour moi, tu es aussi gagnant à ce niveau, parce que tu peux continuer à te faire plaisir au niveau jeux vidéo et payer moitié prix tes jeux neufs derrière ou des choses Oui, comme ça. ouais, vas-y. Alors, moi, il y a un truc qui me chafouine dans ce que tu Dis-moi, me dis. dis-moi, Voilà. Et du coup, en fait, J'aime bien parce qu'il y en a un qui a une approche très éco ouais. du sujet et l'autre très dans passion. l'émotion, donc c'est bien, Ouais. j'aime bien. Et du coup, en fait, parce que là, je pense que on va appeler le consommateur, parce que je suis un horrible journaliste économique, et je vais pas le dire uniquement joueur. En fait, je pense que le joueur, le consommateur, en fait, il s'en fiche de savoir si c'est physique ou pas physique. Celui dans l'objet usage,
Et en fait, il y a quand même un aspect consommation. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas, ce que tu disais, il n'y a pas de mauvais ou de bon des maths ou de mauvais ou de bon physique. Ça correspond à des demandes, à des moments. Il y a ton petit jeu qui dure 2 minutes, ton Candy Crush, Oui. tu ne peux pas le faire en physique. Non, bien sûr. Bien sûr, mais sur console, par exemple, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier. Je parle vraiment des AAA. C'est que payer un jeu 80 ou 90 balles aujourd'hui, à une époque, on pouvait être patient, attendre un peu et l'avoir d'occasion à moitié prix. Aujourd'hui, le marché de l'occasion, dans les jeux récents, il tend à devenir inexistant, de fait. Oui, peut-être. Mais en fait, il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas de bon et de mauvais jeux. Il n'y a pas de... Non, pas du tout. C'est-à-dire, il y a plusieurs expériences de jeu. Une partie peut être faite dans le digital parce que c'est plus pratique, plus ubiquitaire. Tu le commences sur ton iPad, tu finis sur ton PC. Je sais pas, moi j'ai un gamin de 22 ans, il peut faire son Fortnite ou son Rocket League. Il commence sur une plateforme, il finit sur... Après, c'est des jeux gratuits. Fortnite et Rocket League, c'est des jeux gratuits de base. Tu peux pas... je veux dire, boîte. Oui, mais c'est comme du temps de jeu. Oui, mais après, pour moi, c'est pas très comparable. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je parle vraiment des AAA qui sortent en boîte. Ou quelques AA qui sortent en boîte et qui sont édités comme par des boîtes comme Just for Games à l'époque, etc. etc. Et moi, c'est vraiment en ce sens-là. Après, il y a des jeux, malheureusement, techniquement ou commercialement, ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, en termes de business, ils ne peuvent pas le faire. Je prends un exemple, je sais pas, moi, tu as des titres qui sont comme Hollow Knight. Hollow Knight, ils auraient peut-être pu le faire, mais le jeu, il sort à 20 balles en dématérialisé. Ça ne va pas changer grand-chose à la face du monde. Je veux dire, les gens seront hyper contents de l'avoir en dématérialisé. Mais comme c'est une petite boîte, Team Cherry, ils sont 2, je suis pas sûr qu'ils vont démarcher à l'édition derrière et tout ça. Alors, pour toi, est-ce qu'il y a des... Comment dire ? Il y a des studios qui peuvent se le permettre et d'autres non. Il y a des jeux, il faut forcément que ce soit des AAA. C'est vrai qu'on a tendance à savoir, par exemple, PlayStation sort des collecteurs qui sont magnifiques pour Death Stranding, Ghost of Yotei ou des jeux comme ça, parce que leur jeu est déjà cher et qu'ils ont les moyens. Disons que je pense que c'est beaucoup plus facile pour déjà PlayStation quand c'est à l'édition. Évidemment, ça va sortir en physique. La question ne se pose même pas encore aujourd'hui pour eux parce que les jeux first party chez PlayStation sont extrêmement... Enfin, les gens apprécient beaucoup les first party chez PlayStation. Il y a une grosse part quand même encore en physique. Je connais pas le chiffre, mais je sais plus, c'était 30-40%. Je sais plus, mais c'était énorme. Mais il y a des jeux, évidemment, des petits jeux indépendants. Tu peux pas leur demander derrière d'éditer. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont pas d'éditeur. Et ça, il n'y a pas le choix. Là, je suis pas d'accord. C'est là où le physique et le collector apparaît. J'ai vu, moi, l'édition collector de Hollow Knight. Elle est magnifique. Oui. Mais par contre, c'est sur des beaucoup plus petits volumes. Oui. C'est une autre économie. Et c'est là où... Là, tu parles de collector avec accessoires, j'appelle ça. Non, pas non, de non, jeu non, physique. C'est un jeu physique. Moi, je l'ai vu, En le boîte truc. Oui, où tu as Tu veux dire le dernier ? Oui, bien sûr. Hollow Knight ? C'était celui d'avant qui est sorti en même Ah, temps. Oui, voilà. oui, Moi, je te parle du dernier. en même temps. Je te parle du dernier. Oui, non, mais Ils sont sortis du collector du premier en même temps que le avec deuxième. une version magnifique, ça s'est vendu à 4-5 millions d'euros, mais c'est sold out immédiatement. Bien sûr. Souvenez-vous de Clair Obscur Expédition 33, quand il a commencé à monter en attente, les fans qui attendaient une édition Lumière, qui en plus s'appelle Lumière, ont réalisé que Bandai, qui était distributeur, avait décidé de ne pas la commercialiser en France. C'était très triste d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils essayent de se débrouiller pour le faire eux-mêmes, mais on avait ça. Donc il y a une attente, mais il faut que ce soit quelque chose d'exceptionnel sur un jeu avec des beaux objets. Je ne suis pas sûr que Clair Obscur Expédition 33, alors ils l'ont sorti en physique Pixel en même Love, temps. là, a envoyé, ça y est. Attendu. Ils ont envoyé les éditions collector Pixel Love, ça y est, là, moi je l'ai reçu, je crois, parce que je l'avais commandé, ça fait maintenant, je sais pas, une bêtise, 1 an, peut-être pas 1 an, mais 6 mois, et on l'a enfin reçu. Mais ça, après, c'est vraiment des cas exceptionnels, parce que Clair Obscur a tout gagné, il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. C'est plus facile aujourd'hui que quand il avait les éditeurs. Il y a pas mal de petits trucs tu vois, les petites rivières font quand même les grands fleuves. Parce que quand même, le gros problème, on parlera peut-être tout à l'heure de distribution de ces produits-là, de Micromania, de ce que tu veux de la Fnac, mais quand même, tu ne peux pas baser 90% de ton chiffre d'affaires sur 5 jeux. Évidemment, 70% sont concentrés là-dessus, mais il y a quand même au besoin, si tu vas aller dans un... Moi, je suis fan de BD, par exemple, et tu as besoin aussi d'une sédimentation de produits un petit peu différents. Donc, tu as besoin d'avoir de plusieurs propositions qui correspondent à plusieurs types de fans. Tu parles de plusieurs propositions, c'est ça, c'est le choix. Moi, je suis pour le choix, On a fini par être d'accord. Et c'est ce que je dis depuis. On va parler justement des magasins, parce que c'est aussi, tu en parlais justement, c'est quelque chose, un constat qu'on a tous fait, au-delà des enseignes qui ont fermé, quand on va à la Fnac, ou même quand on va dans des grandes surfaces quelconques, la proportion de présentoirs de jeux physiques a largement diminué. Même Nintendo, maintenant, met des codes dans des boîtes, et les accessoires, en revanche, sont en masse. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi l'avenir à ce niveau-là ? Il faut qu'ils arrêtent ? Alors, mais pas du tout. Alors, justement, je peux me permettre de te couper la question. Moi, Parce qu'en fait, moi, je vais prendre 2 exemples. En fait, je travaille en face des halles. Jusque-là, tu vas dire, on s'en fiche. En fait, aux halles, nous, on a un Micromania, on a la Fnac, on a une boutique Lego où il y a
une queue de 50 mètres à chaque fois que tu y vas. On a la boutique Pop Mart où il y a des gars qui faisaient 80 mètres de queue il y a 6 mois pour s'acheter des Labubu. Tu vois, l'espèce de figurine moche. La mode. Et tu avais la boutique Legami où à 10h15, tu n'as plus de stylos. Donc là, si honnêtement, il y a des gens qui arrivent à vendre des peluches moches ou des stylos avec faisant 50 Tu mètres vas te de faire queue. des ennemis en disant ça, attention. Non, mais moi, je suis très admiratif. Ouais. En fait, je suis hyper admiratif. Justement, c'est pour revenir. C'est-à-dire que leur magasin, ils donnent envie. Bien sûr. Ils donnent envie. Ils créent ce qu'on appelle le FOMO, la peur de manquer. La peur d'avoir raté quelque chose. Voilà. Et quand tu vois qu'ils arrivent à faire ça sur des briques, sur des stylos, des trucs comme ça, tu vas pas dire qu'avec un beau produit comme ça, qui déclenche de la passion, parce qu'on n'a pas, il y a le mot qu'on aurait dû prononcer depuis le début, c'est la communauté. Bien sûr. Tu fédères une communauté. Quand tu fais derrière, je sais pas, un Fortnite, tout ça, tu génères des millions de personnes que ça intéresse. Tout à fait. Donc il y a le jeu, si le produit physique peut être tirer derrière lui un écosystème. Mais il a changé, donc on est d'accord que le jeu physique de base, la boîte, aujourd'hui, c'est presque plus viable, sauf en cas, ce qu'on disait, de cadeaux. Il faut réinventer un modèle pour attirer les gens en physique sur les jeux. Mais c'est quand même 500 millions de chiffre d'affaires l'année dernière en France. Rien qu'en France. Donc c'est quand même un truc qui est en train de, peut-être, suivant ce que tu dis, un peu en train de mourir. Mais bon, c'est un peu en train de mourir à 500 millions de chiffre d'affaires. Avec des prix élevés. Est-ce que ça ne devient pas un peu élitiste d'avoir du jeu physique ? Franchement, je pense pas. Moi, je pense pas parce que il y a même des jeunes, si tu veux, qui sont pas forcément dans la collection, etc., qui ont quand même envie d'aller acheter leur FIFA, leur IFC à Micromania. Tu vois, par exemple, j'en vois plein. Là, je vois GTA 6. Tiens. On en parlait avant. GTA 6, scandale parce qu'il était murmuré qu'il ne sortirait pas en physique. Et alors là, tous ces gens qui achètent toujours du démat se sont mis à hurler. Et au final, ils ont annoncé qu'il y aurait bien une version physique. Hier, ça a été annoncé. Il y a eu un call de Take-Two. Et donc, on a eu la confirmation par Strauss Zelnick, donc, qui est le patron, qu'on allait bien avoir. En fait, ce qui devait se passer pour éviter la cohue, et ça va être assez incroyable parce que c'est le produit culturel le plus attendu de l'histoire, GTA 6 très certainement, pour éviter les braquages, les gens qui diffusent le jeu avant, parce qu'avec la boîte physique, il y a des gens qui peuvent intercepter la boîte, etc. Ils vont mettre un code dans la boîte. Non, moi je pense pas. Je pense pas. Non, mais ils vont faire un collector, mais ils vont mettre le jeu. Non, moi je pense pas. Non, pas du tout. Et en fait, on avait un gros débat, c'était de savoir comment ça allait se passer. Et donc, ce qui se murmurait, c'était que GTA 6 allait d'abord sortir en numérique pour éviter justement, pour sceller le truc, éviter tous les leaks. Et après, quelques semaines après, en physique, pour les fêtes de fin d'année. Finalement, hier, ça a été confirmé qu'il y a une sortie simultanée. Donc, on était super contents parce que, bon, encore une fois, je parle du choix, mais ça va permettre aux consommateurs de faire tout simplement une très, très belle fête. On parle des magasins. Moi, j'ai beaucoup de magasins, justement, qui attendaient minuit le 19 novembre pour pouvoir faire une fête incroyable et qu'on ait ces files d'attente, finalement, comme à l'époque. Réunir des gens autour du jeu, échanger autour de cela. Et il y a quelque chose d'assez... Comment dire ? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas estimer. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'émotionnel. De l'expérience. C'est ce que je veux dire. Est-ce que l'événementialisation... C'est ça. Mais c'est la solution. C'est la solution. Exactement. En fait. On est entièrement d'accord. Et c'est là que j'en viens à cela. C'est qu'un événement qui est créé et les magasins, quand ils ont entendu, attends, le jeu va sortir en physique après. Donc l'événement, il va complètement être éclaté. Il n'y a plus d'événement. Ils étaient au fond du trou. Des patrons de magasins m'ont dit, on est au fond du trou. Et quand ça a été confirmé hier, mais c'était la joie. Mais incroyable. En fait, même en marketing pour Take-Two, c'est vachement bien. Bah ouais. Ils n'en ont rien affiché que tu as 500 millions d'heures d'attente sur ton PS Networks, alors que tu peux faire une queue de Maboule ou tu peux faire un BFM TV. Voilà, c'est ça. Tu fais des photos, c'est un événement incroyable. Et en fait, c'est la solution pour le physique, c'est plus être pour le jeu physique et la distribution physique, c'est ne plus être simplement une boîte, un truc d'usage. C'est quelque chose qui te crée de l'émotion. Je suis entièrement d'accord. Tu vois, avoir un jeu, ça te crée de l'émotion, ça te fait de la communauté. Tu vas te retrouver avec tes potes, des trucs comme ça. Et un magasin doit être quelque chose qui génère de l'émotion. Exactement. Et après, il y a un point que je voudrais aborder, ça doit gérer derrière un écosystème. Ouais. Parce que là, par exemple, il y a un exemple parfait, toujours au Hall, il y a la boutique Nintendo, le shop-in-shop Nintendo au sein de la Fnac. Quand tu vas là-dedans, tu as des super jeux, tu as une belle statue. Et en fait, derrière là-dessus, tu as un magnifique objet. Et en fait, ce que tu vends derrière le Mario, en l'occurrence, ou le Yoshi, ou ce que tu veux... C'est les amiibo. C'est un écosystème. Moi, j'ai un chiffre qui est assez sympa. C'est que, par exemple, pour donner une idée, si tu prends juste en comptant le jeu mobile, tu as pour 100$ achetés en jeu software, tu as 66$ achetés en à côté, en hardware. Okay. Si tu es en console, tu es 1-1. Okay. C'est-à-dire 100. Si tu es sur certains jeux un peu
un peu communautaire, je pense aux jeux de course par exemple, c'est presque à 100 d'acheter, 120, 130, 150, 150 d'accessoires achetés. Les volants, les choses comme ça, les pédaliers. Ouais, non, mais il y a quelque chose sur le physique qui entraîne derrière un écosystème. Aller dans un magasin, c'est pas juste acheter un jeu. Il y a un échange. C'est aussi faire vivre autre chose. Exactement. Il y a un échange. Et moi, on parlait de l'événementiel. Pour moi, c'est extrêmement intéressant. Ce que je reprochais, par exemple, à des enseignes, bon, on va pas citer de noms, mais des grandes enseignes, entre guillemets, du jeu vidéo qui ont plusieurs magasins implémentés, c'est de ne pas assez événementialiser le jeu vidéo. Pas assez créer, par exemple, de tournois, un sentiment d'attachement à ces magasins, de rencontres avec des créateurs. Tu vois, il faut attendre les conventions pour voir ça. Or, dans les magasins, moi, à l'époque, j'ai souvenir, quand le jeu n'était qu'en physique, on avait du Tony Hawk qui venait chez Micromania et qui venait dédicacer des skateboards, qui venait faire du skate limite autour de tout ça. On disait événementialisation, tous les pop-up stores, ça marche toujours du tonnerre. Dès que vous avez un pop-up store autour d'un jeu d'une sortie. Même Pokémon, je crois qu'il y a eu un pop-up store Pokémon. Bah oui, mais c'est une folie furieuse. Les mecs, c'est des fous. Bon, de toute façon, le TCG, après, en règle générale, même s'il y a eu l'application, il y a la variante des cartes. Il y a les cartes derrière ça. Voilà, c'est très porteur. De la préservation des jeux. Parce que quand on parle de la fin aussi du jeu physique, alors là on parle de collector, de belles choses. Non, mais c'est une vraie question. Bien sûr. On sait les problèmes de démat, de serveurs qui s'arrêtent, de studios qui ferment, ou c'est les seuls qui parfois ont le soft quelque part. Est-ce que rien que pour ça, déjà, on ne doit pas sauver le jeu physique quelque part ? Alors moi, j'ai quelque chose de très intéressant à dire parce que souvent, on me fait la remarque et il y a un moment donné, il faut crever un peu l'abcès et dire que c'est faux. Les gens me disent, maintenant, quand tu achètes un jeu PS5, par exemple, le jeu, tu mets le CD et en fait, tu télécharges le jeu. D'accord ? Et donc, on dit, en gros, ce CD ne sert à rien, puisque finalement, c'est une clé d'activation. C'est vrai que tu n'es pas plus propriétaire de ton jeu physique, de ta boîte... Parce que dans les deux cas, c'est faux. Accéder à un service, en fait. Non, mais c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un site qui s'appelle Does It Play, qui justement teste tout ça. Là, il a 700 références, 700 jeux PS5 testés, et qui te dit qu'en fait, 80%, voire même 85% des jeux ont une version 1.0 sur le Blu-ray, et donc tu peux y jouer sans même être connecté à Internet. Et ça, je veux vraiment crever cet abcès-là des gens qui pensent qu'en fait, 85% des jeux, ils sont jouables. Alors, je dis pas que c'est la meilleure version, c'est pas des versions patchées, pas mises à jour, etc. Tu vas certainement avoir une version plus buggée, mais par contre, sans Internet, tu peux encore jouer sur PS5 à 85% des jeux. Et ça, quand on l'a en physique, je parle vraiment avec le CD, avec le Blu-ray, etc. Donc ça, c'est quand même un point que je voulais aborder, parce que à chaque fois on dit ça, et je suis en mode, mais non les gars. Oui, parce qu'on a eu l'exemple de Call of Duty qui avait 80 mégas sur un disque que tu achetais une fortune, et tu devais encore te taper 10 heures de téléchargement derrière. Ça, c'est aussi un autre problème, c'est-à-dire que le démat, c'est bien. Pour des gens qui ont nous, on vit dans des milieux urbains. Si tu as de la fibre. Si tu as de la fibre, c'est bien. Pour des gens qui sont encore. Alors, la DSL touche à la fin, mais parfois même, tu as de la fibre un peu faiblarde. C'est des heures et des heures, voire plus, de téléchargement. La planète, elle n'aime pas non plus trop 200 gigas de Call of à télécharger. T'imagines ? Quand ils vont tous faire la queue pour GTA 6 à 150 gigas. Sur l'aspect éco-responsable du jeu, on s'aperçoit qu'il y a quand même une chaîne de valeur derrière le physique. Donc, il ne faut peut-être pas totalement rendre le truc totalement vertueux. Non, ce n'est pas vertueux, mais on sait que c'est pas moins vertueux que le démat. En vrai, les serveurs aujourd'hui et tout ça, j'attends de voir, parce qu'il y a eu des analyses sur le sujet. Moi, c'est pareil, le côté écologique, je pense que le jeu en physique est quand même moins écologique, parce qu'avec la notice, si on imprime une notice, on imprime une boîte. Tu arrêtes avec tes notices. Non, je pense que le pire, c'est les codes in the box. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le pire, c'est des boîtes avec le code à l'intérieur. C'est-à-dire, on distribue une boîte. Donc oui, il y a un effet marketing, puisque tu vois la boîte dans le commerce. T'ouvres ta boîte, c'est un code. C'est Nintendo qui a fait ça, il y a eu beaucoup de jeux Switch. Alors, c'est pas Nintendo, parce que Nintendo fait ses jeux en physique. Ils ont juste fait une Game Key Card pour Pokémon Pocopia. On n'a pas compris. C'est le seul Pokémon... En fait, c'est à quoi c'est gênant ? Mais c'est ultra gênant. T'achètes une boîte, t'achètes une boîte et t'as un code pourquoi dedans. C'est gênant mais t'achètes un service de jeu. Non, mais je t'explique. T'achètes une boîte, donc en fait, ça veut dire que t'as une production. C'est inécologique au possible. C'est le maximum de l'inécologie. C'est-à-dire, tu produis une boîte, t'as la livraison, t'as la logistique, tu l'amènes en magasin, donc t'as une boîte en plastoc et dedans, t'as un code et tu télécharges donc le jeu sur un serveur. C'est vrai que pour la planète, c'est pas. Excuse-moi, mais c'est double peine. Pour moi, c'est le pire du pire qui puisse exister. Et en prime, on parlait de la préservation du jeu vidéo, parce que désolé, je vais en revenir sur la question, et c'est pour ça que j'avais parlé de Does It Play. Quand tu télécharges ton jeu, une fois que tu l'as téléchargé, tu peux plus prêter ton jeu à un pote, et ton jeu il est téléchargé, il est sur ta console, et voilà. Et Nintendo nous a quand même donné un service où tu peux a priori le prêter. Oui, mais alors attention, c'est limité. Ça fera l'objet d'une autre émission, parce que c'est très limité tout ça, mais on peut en parler, mais voilà. J'ai beaucoup étudié la question. Mais c'était juste pour te contredire. Mais si on va arriver à la fin de cette émission, j'ai quand même une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vendre du jeu physique en magasin ou l'acheter en ligne, est-ce qu'on ne vend pas plutôt, quelque part, une identité de fan ? Est-ce que ce n'est pas une typologie de fan, vraiment, qui reste fidèle au physique ? Parce que si demain,
les éditeurs arrêtent les boîtiers. Est-ce que vraiment les joueurs vont râler? Bon, oui. à fond. Non, je pense qu'il y a quand même, moi je reçois beaucoup de gens qui soutiennent un petit peu, j'allais pas dire ma cause parce que c'est pas ma cause, mais qui soutiennent un petit peu le fait que je crie un petit peu, que je milite pour ça. D'ailleurs, il y a des jeux, regarde, Alan Wake 2, il sort d'abord en numérique, et finalement ils se sont dit, tiens, on va quand même le sortir en physique. Et économiquement, pour eux, ça a été super viable, parce que le jeu a été rentable à partir du moment où il est sorti en physique derrière, tu vois. Et donc... Mais moi, je suis pas d'accord, en fait. C'est bien, on est pas d'accord. Mais en fait, je suis pas d'accord, parce que vous oubliez quand même qu'on peut utiliser l'usage en physique. C'est-à-dire que je suis désolé, quand tu vas acheter ton petit jeu Hello Kitty, ton petit, je sais pas, Animal Crossing, tu la mets et tu as aussi cet aspect d'usage. Oui, il y a les geeks comme nous, des gens qui ont plus de 30 ans pour être polis, et qui ont cette dimension physique. Mais tu peux l'utiliser, tu peux le mettre en allant en vacances. C'est comme le digital. Les jeunes et les vieux, quoi, en fait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Non, mais si. Non, mais mais excellent. Il y a l'usage, il y a la passion, il y a quand même mais il y a le produit culturel. Tu fais quoi des jeux qui disparaissent? Parce qu'il y a des jeux full dématérialisés qui disparaissent aujourd'hui. Même des jeux en physique qui ont disparu parce qu'en fait, ce n'est plus accessible au niveau des licences derrière. Moi, je prends un exemple. Si tu n'as pas, par exemple, Spec Ops The Line en physique aujourd'hui, si tu l'as pas sur PS3 360, le jeu a disparu des stores. Oui, le seul moyen d'y jouer, c'est avec la version physique. Comment tu fais? Donc, ça veut dire qu'un produit culturel disparaît. Le jeu vidéo, le produit culturel numéro 1, tu sais, dans le monde aujourd'hui. Ça veut dire que tu as un produit culturel qui disparaît entièrement alors que tu as 200 personnes qui ont bossé dessus, à 150 personnes. Donc la préservation derrière. Il y a une mémoire au niveau de la BNF, par exemple. Oui, mais la BNF se retrouve. Mais alors, c'est un très bon exemple parce que la BNF, je suis beaucoup en contact avec eux. Ils se retrouvent extrêmement embêtés avec les jeux en full numérique. Parce qu'il n'y a aucune préservation. Mais en l'occurrence, ça, c'est une dimension. La dernière minute de jeu, c'est le cas de le dire. C'est cette dimension. Juste pour finir, je pense qu'il y a un vrai futur au jeu physique. Aussi. Mais peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons, parce qu'il y a une dimension usage et une dimension passion, et donc les deux peuvent être mêlés, et il y aura toujours, et il faut juste que faut pas que le jeu se transforme, plutôt qu'il disparaisse. Il y aura toujours un besoin de matérialiser de sa passion ou son usage, mais tous les deux vont marcher. Laissez le choix aux joueurs. Laissez le choix aux joueurs. Non, mais je recommande pour ça l'excellent article que tu avais sorti dans Multimédia à la Une sur le sujet, pour aller plus loin, parce que et bien voilà, sans surprise, il aurait fallu 1 heure d'émission pour continuer et on ne les a pas. Déjà. Un jour peut-être, mais on est arrivé au bout de cette émission. Ça va trop vite quand on s'amuse. Malheureusement. Il y a encore plein de jeux à acheter, c'est pour ça. Ah, let's go, j'y vais, je cours là. Mais c'est pour ça. Bon, Concarax, merci beaucoup. Merci vraiment encore. On te retrouve sur ta chaîne. Tout à fait, pour parler de ça. Tout à fait. Et puis merci de ton invitation. Je sais que tu l'avais dit, tu l'avais mentionné. Donc, et c'était mon cadeau de Noël l'année dernière, tu vois. Trop cool. Vraiment, je suis trop content. On l'a fait dès février. Moi aussi, je fais un cadeau de Noël. C'est vrai, mais tu étais notre cadeau cette fois-ci. En tout cas, Vladimir, j'étais contente de t'avoir. Merci infiniment. Cette première, on appellera d'autres en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, vous savez, si vous êtes dans l'émotion ou dans l'économie, vous avez chacun un parti pris. En tout cas, cette émission est à retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site BFM Tech, sur la plateforme RMC BFM Play et évidemment en podcast absolument partout. Voilà, vous n'avez plus qu'à choisir si vous voulez aller acheter vos jeux. Si vous attendez GTA 6 comme tout le monde pour faire la queue au mois de novembre, avec Concarax, qui sera. Et donc les caméras de BFM, on l'a pris. Voilà. Mais parce qu'il a 2 cadeaux de Noël. C'est ça, il y a 2 cadeaux pour Noël 2000. Mais en tout cas, jouez bien et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.